Bonjour, M. Gaudreau. Alors, Maître Tremblay. Oui, Madame la greffière, si vous pouvez assermenter le témoin. Vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Dites, je l'affirme. Je l'affirme. Vos noms et occupations. Sylvain Gaudreau, directeur général du Cégep de Jonquière. Merci. Votre témoin. Merci beaucoup, Madame la greffière. Donc, bonjour, M. Gaudreau. Bonjour. On va commencer avec quelques petites questions introductives là, pour mieux vous connaître puis mieux vous situer là, par rapport au mandat de la commission. Donc, peut-être nous parler de votre cheminement académique pour commencer. Ben, j'ai fait le Cégep de Chicoutimi, où j'ai diplômé en sciences humaines en 1989. Ensuite, un bac en histoire à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'ai diplômé en 1992. Ensuite, j'ai fait un stage à l'Assemblée nationale de la Fondation Jean-Charles Bonenfant jusqu'en 1993, où là, j'ai intégré la faculté de droit de l'Université Laval. J'ai diplômé en droit en 1995. J'ai fait le barreau. J'ai été membre du barreau de 1996 jusqu'en 2010, où j'ai démissionné du barreau. Entre-temps, j'ai été embauché comme enseignant au Cégep de Jonquière, élu député du Parti québécois dans la circonscription de Jonquière en 2007. Je crois que vous avez été réélu également en 2008, 12, 14 et 18. Exact. Parfait. Et en tant qu'élu, je comprends que le gouvernement, bon, on sait tous que le gouvernement du Québec a été dirigé par le Parti québécois de 2012 à 2014. Et dans ce cadre-là, quelle fonction avez-vous occupé? Oui, mais j'avais deux fonctions importantes que je considère comme un privilège d'avoir pu occuper. Donc, ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire et ministre des Transports. Je comprends également que vous avez été vice-président de la Commission de la santé et des services sociaux. Oui, plutôt brièvement. Après, quand on est retourné dans l'opposition, en 2014, je pense que c'est en 2014 que j'ai été vice-président de la Commission de santé et services sociaux. Et encore une fois, pour compléter le portrait, vous avez présidé la Commission d'administration publique. Oui. Et été chef de position officielle aussi. Oui. En 2016. Commission de l'administration publique à 2 reprises et chef de l'opposition officielle en 2016, de mai à octobre 2016. Ça, c'était suite à la démission de... C'était suite à la démission de M. Pellado comme chef du Parti québécois et chef de l'opposition officielle de facto. Donc, là, il y a une course au leadership qui a été enclenchée. Et moi, j'ai été chef intérimaire du Parti québécois, donc chef de l'opposition officielle de mai à octobre 2016. Mai à octobre. Donc, ce qui nous intéresse, vous aurez compris que votre présence aujourd'hui, particulièrement par rapport au fait que vous avez occupé la fonction de ministre des Transports de 2012 à 2014. Dites-nous, là, pendant la période où vous avez occupé cette fonction-là, quels étaient les dossiers significatifs là, pour vous? Comme ministre des Transports? Oui, comme ministre des Transports. Je comprends que les autres fonctions sont tout aussi importantes, là, mais pour les fins de la commission et notre mandat, on va se limiter à vos fonctions de ministre des Transports. Bien, les dossiers significatifs étaient nombreux. On ne peut pas faire nécessairement exclusion des dossiers des affaires municipales, des régions de l'aménagement du territoire, parce que l'objectif était d'intégrer davantage l'aménagement du territoire avec les transports et les transports intégrés avec l'aménagement du territoire. Donc, on travaillait vraiment de concert les deux ministères. C'était ça l'objectif. Donc, cette vision ministérielle, gouvernementale, d'intégrer les transports et les affaires municipales. C'est fondamental dans cette période-là. Si on prend le volet transport, bien, évidemment, il y a je dirais les dossiers courants du ministère des Transports. Il y en a eu de très, très, très nombreux, dont certains ont fait certainement les manchettes. Je pense à la gestion, par exemple, du pont Champlain, qui était en fin de vie utile. Je pense à l'échangeur Turcot, qui est en construction. Je pense au transport collectif. Je pense au pont du Buc qui a pris en feu contre toute attente. Mais au même moment, dans les locaux, justement, dans lesquels nous sommes aujourd'hui, il y avait la commission Charbonneau,
Donc, c'est sûr que c'était une dimension importante. Vous dites, Maître Tremblay, les dossiers, l'expression que vous avez utilisée, là, les dossiers d'envergure ou les... Ouais. Significatif. Le dossier Ouais, significatif. merci. Bon, c'était un dossier significatif dans lequel, évidemment, on ne pouvait pas se mêler, mais qui était en toile de fond de l'actualité. Et on amenait des mesures, des plans d'action pour contrôler la gestion des coûts des projets, pour éviter ce qu'on appelait les dépassements de coûts, les extras, donc une gestion beaucoup plus rigoureuse des travaux routiers du côté du ministère des Transports. Fait que globalement, je vous dirais, c'est les dossiers qui m'occupaient, puis en plus des dossiers, là, plus spécifiquement du côté des affaires municipales. Puis là, il y en a eu aussi, je vous rappelle que durant la même période, même si j'ai été ministre des Affaires municipales en 18 mois, j'ai eu 4 maires de Montréal, la mise en tutelle de Laval et l'adoption de plusieurs projets de loi là, en cours de route. 18 mois bien occupés. 18 mois bien occupés. Comment percevez-vous la fonction de ministre des Transports? Bien, c'est une fonction ministérielle extrêmement importante. Le Québec étant un grand pays, les transports vont dans toutes les régions, dans toutes les directions. C'est essentiel. C'est comme un réseau sanguin là, dans le corps. Donc, c'est la circulation. Mais c'est aussi une fonction où on doit donner des orientations, on doit donner une vision. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. D'autant plus que j'avais le mandat des affaires municipales, comme je vous disais. Donc, il fallait vraiment... C'était 2 cultures, là, les affaires municipales, 2 cultures organisationnelles, les affaires municipales et les transports. Donc, il fallait essayer de briser cette culture-là pour faire en sorte que les 2 ministères travaillent ensemble. C'est ce que j'ai essayé de faire à travers tous les mandats dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont plus reliés à l'actualité. Puis le ministère des Transports, il y a beaucoup d'attentes, je pense, envers le ministère des Transports, parce que les transports, les routes demeurent des actifs importants dans les régions. Donc, j'étais conscient de ça. Et de façon générale, être ministre au point de départ, c'est une responsabilité qui est, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, c'est un privilège. Donc, une fois qu'on se retrouve au sein du Conseil des ministres, c'est aussi de contribuer à la réflexion et au débat sur l'ensemble des enjeux de société au Québec. Au-delà des portefeuilles que vous avez. Ben oui. Parlant de portefeuille, justement, toujours la même question. Comment vous percevez là, votre relation ou votre rôle par rapport à la Société d'assurance automobile du Québec, qu'on va appeler la Société pour alléger un peu la conversation? La SAC, oui. Ouais. Donc, comment vous percevez votre rôle, votre responsabilité, l'interaction avec la SAC en tant que ministre des Transports? Bien, comme avec les autres sociétés d'État dont j'étais responsable comme ministre, c'est la responsabilité ministérielle. Alors, s'il y a des questions, par exemple, à l'Assemblée nationale, le ministre est responsable, même si c'est des sociétés d'État avec un conseil d'administration indépendant, c'est le ministre qui est responsable de ces sociétés d'État en chambre. Et c'est aussi une relation, parce que la société d'État est indépendante, mais il faut qu'il y ait une relation de confiance avec la direction de la société d'État et le ministre pour être capable de partager des enjeux, de partager des préoccupations, des priorités. Donc, le ministre ne peut pas nécessairement imposer des choses à la société d'État, mais en étant en étroite collaboration, bien, c'est sûr que la société d'État essaie de répondre aux volontés, je dirais, gouvernementales ou aux orientations gouvernementales. Donc, moi, je la voyais comme ça, la relation. Alors, avec les différentes sociétés d'État dont j'étais responsable, on avait des rencontres sur une base, je vous dirais, c'est sporadique, ça dépendait des dossiers. Je pouvais rencontrer une société d'État, le PDG ou la PDG,
au besoin. Ça pouvait être aux 2 mois, des fois plus couramment, tout dépendant des enjeux d'actualité. Par exemple, j'étais aussi responsable de la Société d'habitation du Québec. Puis il y avait beaucoup d'enjeux sur le logement social. Donc, j'ai rencontré, à un moment donné, de façon plus courante, la direction de la Société d'habitation du Québec. Mais selon les enjeux, je pouvais avoir des rencontres plus régulières ou moins régulières. En fonction de l'attention requise, donc s'il y a un dossier chaud, médiatisé ou qui est problématique, j'imagine que les fréquences vont être plus présentes que si tout va bien, pas de projet d'envergure particulier ou C'est ça. Puis, par rapport, toujours, je reste avec la relation avec la société. Vous avez dit que c'est le ministre qui est responsable. Donc, qui, dans votre équipe, là, je parle davantage de votre cabinet ou du sous-ministre et ses subalternes, interagit ou vous aide dans vos interactions avec la société? C'est nous, dans l'équipe du cabinet, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les cabinets au ministère des Transports, mais moi, dans mon cabinet, entre 2012 et 2014, j'avais le directeur de cabinet qui avait une relation plus directe, je dirais, ou plus courante, et une conseillère politique qui était responsable, qui avait dans sa liste de dossiers responsables celui de la SAC, puis qui était en contact avec des représentants de la SAC de façon plus régulière. Donc, sensiblement, c'est en plus de vous, s'il y a des dossiers importants, c'est 2 acteurs, on dirait le directeur de cabinet puis l'attaché politique, le conseil politique. Oui. Puis aussi l'attaché de presse, tout dépendant des dossiers, s'il pop quelque chose dans les médias, excusez l'expression, mais s'il apparaît quelque chose dans les médias le matin, c'est sûr, l'attaché de presse va communiquer, disons, avec le responsable des coms de la société pour s'entendre sur les enjeux, comprendre ce qui se passe. Et l'attaché de presse explique ça au ministre. Donc, si d'autres personnes sont, en d'autres termes, si d'autres personnes sont impliquées, je comprends que c'est des gens spécialisés pour des questions ponctuelles comme une sortie dans les médias, par exemple. Ouais. Ou s'il y avait une question juridique, peut-être qu'on pourrait impliquer quelqu'un avec cette spécialité-là. Et encore une fois, toujours de votre expérience, parce qu'un des mandats qu'on a, c'est de comprendre comment l'information monte, ou si elle a monté, mais comment qu'elle monte. Ces gens-là qui ont peut-être des rapports plus fréquents, et ces gens-là étant le directeur de cabinet et l'attaché au conseil politique responsable de la société, leur travail, leur devoir, c'est ce que c'est de vous faire rapport sur tout ou seulement lorsqu'il y a des enjeux particuliers? Je pense que l'objectif, c'est que un ministre en a déjà beaucoup sur les épaules. Moi, j'en avais déjà beaucoup avec 2 ministères. Donc, le directeur de cabinet, le conseiller politique exerce un jugement pour savoir quels sont les dossiers ou les enjeux qu'on doit communiquer au ministre. Alors, je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Puis c'est comme ça que ça fonctionnait dans mon cabinet. Donc, s'il n'y a pas de problème, vous n'entendrez pas nécessairement parler. Puis s'il y a des problèmes, là, vous allez potentiellement en entendre plus parler. Exact. Ça fait un filtre. Okay. Rapidement, le rôle du sous-ministre là, au MTQ, donc je comprends que par rapport à la société, est-ce qu'il peut être impliqué d'une façon ou d'une autre? Ou... Vous parlez du sous-ministre en titre? Oui, sous-ministre en titre, ou autre sous-ministre, mais disons la fonction. Parce qu'il y a des sous-ministres adjoints, des sous-ministres associés. Le sous-ministre le sous-ministre en titre, la sous-ministre en titre à l'époque, sous-ministre responsable du ministère, a une fonction, représentant de l'État, forcément, haut fonctionnaire. Donc, elle est là pour aussi me mettre en contexte avec les autres enjeux reliés au transport. C'est sûr que la société d'État est indépendante du ministère, mais elle peut me faire des recommandations à travers des discussions, à travers des rencontres de briefing. D'ailleurs, en parlant de briefing, quand on arrive comme ministre, on a des cahiers de briefing sur les différents enjeux, notamment un cahier de briefing de la société. Qui est préparé, du moins sous l'égide du sous-ministre en titre? Non, de la société. Pour le cahier de briefing de la société. OK, la société, c'est... Oui. Est-ce qu'il est révisé d'une façon ou d'une autre par le personnel du ministère, ou que ce soit un sous-ministre ou autre? Je ne peux pas vous dire. Pour tous les sociétés dont vous avez le portefeuille, par exemple la Société d'habitation, j'imagine que vous avez reçu également
un cahier, là. Vous Oui, à avez dit l'époque, que- il y avait l'AMT. J'avais un cahier de briefing de l'AMT, SHQ, SAC. Exactement. Parfait. Et dans ces cahiers-là, briefing, je pense pas dire brephage, mais bon, c'est dans ces cahiers-là, on va les appeler les cahiers. Est-ce que c'est à la fois une présentation de l'organisme et des enjeux d'actualité ou c'est seulement un ou l'autre? Les deux. Les deux? Puis est-ce que vous vous rappelez, lorsque vous avez, ça fait un certain moment, là, donc faites votre possible, bien entendu, est-ce que vous vous rappelez si dans le cahier de brephage de la société, on parle de la transformation numérique comme de quoi que c'est un projet qui est en train qui est certes à ses premiers balbutiements, mais qui est dans le collimateur, si on veut. Je ne peux pas vous dire. Qui était votre sous-ministre en titre lorsque vous arrivez en fonction? Mme Dominique Savoie. Est-ce que c'est celle qui va rester en fonction jusqu'à votre départ en 2014? Oui. Comment qualifieriez-vous votre relation avec Mme Savoie? Excellent. Et elle, son rapport avec son équipe? Je ne peux pas me prononcer. Ma perception était, à l'époque, que c'était une bonne relation. Mais je ne peux pas me prononcer plus que ça. Est-ce que, quand vous arrivez en fonction, donc on revient au cahier, brephage, vous en prenez connaissance, j'imagine, est-ce que vous avez une rencontre introductive ou une première rencontre avec des membres de la société? Oui, assez rapidement. Après mon entrée en fonction, j'ai eu une rencontre avec l'équipe de direction de la société au siège social à Québec. Quand vous dites l'équipe de direction, donc ils appellent ça PCD, mais président, chef de direction, ou bref, PDG, et les vice-présidents ou le conseil d'administration? Je pourrais pas vous dire. De mémoire, c'est davantage l'équipe permanente, là, donc la PDG, La direction générale. avec ses vice-présidents. Je me souviens plus des titres, là. Et donc, la présidente du conseil d'administration, à ce moment-là, est-ce que vous la rencontrez pendant ses fonctions? Au début de l'exercice de vos fonctions et jusqu'à son départ? Ben oui, comme je vous disais tout à l'heure, là, à certaines occasions, selon les enjeux, selon les dossiers, puis on se fixait des rencontres pour avoir des briefings là, sur les principaux dossiers pendant que j'étais ministre. Là, mais à une fréquence, comme je vous disais tout à l'heure, aléatoire. Là, Est-ce que c'était à la demande de la présidente, qui était à ce moment-là Marianne Tawil, ou c'était à votre... Ah, de la présidente, pardon. Oui, non, de la présidente du conseil OK, d'administration. j'avais en tête la, Non, on va y la revenir. PDG. Je On va y revenir. Donc, on va commencer avec, on va y aller avec toutes les strates pour bien Donc, comprendre. la présidente. Présidente du conseil d'administration Si je l'ai rencontrée, c'est ça votre question? Oui. Je me souviens pas de l'avoir rencontrée. Rappelez de son nom, Marianne Tawil, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ou... Ben, comme ça, là, mais sans pas plus plus. que ça. Là. Est-ce que Guy Morneau, vous l'avez rencontré? J'ai pas de souvenir d'avoir rencontré M. Morneau. Probablement que je l'ai rencontré, mais je peux pas vous dire avec assurance que le moment, puis non. M. Morneau a été nommé président du conseil d'administration pendant votre mandat comme ministre des Transports. Est-ce que vous avez eu un mot à dire? Vous avez été impliqué d'une façon ou d'une autre dans sa nomination? C'est une nomination qui a été recommandée par le conseil exécutif, donc par le ministère de la première ministre, qui a passé les étapes du secrétariat des emplois supérieurs. Et moi, sur recommandation du conseil exécutif, ben, j'ai autorisé la nomination, mais je n'ai pas eu d'autre rôle que ça à jouer dans ce dossier-là. Donc, c'est un rôle sensiblement d'approbation de la recommandation. Exact. Puis, donc, comment qu'on vous a approché pour vous expliquer ou vous informer plutôt que ça serait M. Morneau? Est-ce que vous en souvenez? Encore une fois, ça fait longtemps, mais... Bien, ça fait longtemps, mais je peux pas vous dire là, à ce stade-ci. Et vous n'êtes pas en mesure non plus de nous dire à quelle fréquence ou combien de fois, parce qu'il a été là comme de 2013 à votre départ en 2014, donc à peu près un an. Toujours sur M. Morneau. M. Morneau, là. M. Morneau, oui. Je peux pas vous dire la fréquence que je l'ai rencontré. J'ai pas ce... Je me souviens pas.
Non, moi, pas de mal, on essaie de... Ça fait quand même 10 ans, encore une fois. Est-ce que vous le connaissiez, M. Morneau? Non. Donc, vous ne savez pas le nombre de fréquences, mais est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu des discussions avec lui relativement au projet de transformation numérique? J'ai pas ce souvenir-là. Si on descend, si je me permets l'expression, si on descend d'un étage, on va à la PDG ou la présidente chef de la direction, Nathalie Tremblay. Oui. Donc, je comprends qu'elle, vous l'avez rencontrée de façon plus fréquente. Mes relations avec la SAC, comme ministre, étaient avec Mme Tremblay. OK. Donc, c'est votre point de chute, Exact. si vous me permettez l'expression. Et la fréquence, donc je comprends ce que vous avez dit tout à l'heure, mais si on essaie là, de cibler un peu la fréquence de vos rencontres. C'était, encore une fois, de façon aléatoire, selon les enjeux d'actualité. Puis ça pouvait être à double sens. Ce que je veux dire à double sens, c'est que parfois, c'était une demande de Mme Tremblay qui passait par mon cabinet pour dire « Je veux rencontrer M. le ministre, j'ai des dossiers à y présenter ». Ou parfois, c'était de notre côté qu'on disait « On aimerait rencontrer Mme Tremblay pour X, Y, Z dossier ». Alors, c'est comme ça. Puis, la fréquence était aléatoire, encore une fois, selon les enjeux, selon les dossiers d'actualité. Donc, il n'y a pas de rencontre statutaire de fixer, puis des fois on en rajoute ou on ajuste. C'est toujours à la pièce? C'est dans mon esprit, ce sont des rencontres à la pièce. Sur un enjeu qui touche la SAC, puis ça peut être effectivement une annonce conjointe du ministère des Transports SAC. Là, ça peut être le cas. Je pense aux plaques personnalisées ou à d'autres. J'appelle pas ça des enjeux, là, mais des changements. Bien, vous m'enlevez les mots de la bouche parce que je voulais vous parler justement de cet exemple-là. Vas-y. Pour moi, un dossier qui nous occupait, vous allez peut-être trouver ça un peu trivial, là, je dirais, à côté des autres dossiers, mais le dossier des plaques personnalisées, par exemple, on a eu plusieurs rencontres là-dessus. Puis j'avais demandé parfois des rencontres ou d'ajouter un point à notre ordre du jour sur ce dossier-là. Et pourquoi? Ben, Je suis peut-être hors mandat, mais là, c'est ma curiosité. Là. Pourquoi? Ben, parce que c'est un dossier qu'on trouvait important à ce moment-là. On avait beaucoup de demandes. Puis c'était à coût nul parce que les automobilistes qui voulaient une plaque personnalisée payaient eux-mêmes. Donc, il y avait même des entrées d'argent. On avait envisagé une formule aussi pour que ça soit régionalisé avec une entreprise en région. Puis, je pense qu'avec, je ne me souviens plus quelle juridiction en Amérique du Nord, genre le Rhode Island ou un autre État américain, où on était la seule législation qui n'avait pas de plaque personnalisée. Bon, alors, on a dit, ben, en tout cas, nous, on a dit, on va faire ça. Alors, on l'a proposé à la société. OK. Comme l'exemple, je peux faire l'exemple, on est la seule juridiction qui n'a pas le point 0,5. C'est un exemple. C'est un exemple. On pourrait en sortir plusieurs autres. Et voilà. C'est ça. Bon, bien, le discret. Fin de l'éditorial. L'éditorial. Faites votre travail. D'accord. Parlant de mettre Tremblay, on revient à Mme Tremblay. Donc, là, je ne veux pas rentrer dans les points. On va parler, évidemment, vous avez une rencontre, on va parler de CT, de décret plus particulièrement, mais toujours de façon générale pour établir un peu la relation que vous aviez avec elle. D'ailleurs, la relation, comment vous la qualifiez, la relation que vous avez avec Mme Tremblay? Une relation de confiance, une relation cordiale. Mme Tremblay est quelqu'un qui a rapidement su mettre une cordialité dans notre relation. Et donc, il y a deux sujets qui nous intéressent davantage ce matin. La situation financière de la SAC. Est-ce que c'est quelque chose qui est discuté dans le cadre de vos rencontres avec elle? Sûrement, mais je me rappelle pas précisément là, d'éléments là, là-dessus. Là. Est-ce que la transformation numérique, je me permets d'appeler transformation numérique, un jour, ça va avoir un nom, le programme CASA, mais dans ces années-là, on est encore en mode transformation numérique. Est-ce que vous vous rappelez des conversations ou des discussions avec elle de façon précise ou de façon générale? Non.
on va revenir. On va aller pour commencer. Puis là, il faut comprendre que dans une commission d'enquête, c'est pas comme vous êtes avocat, c'est pas comme un procès, c'est-à-dire je vais vous montrer les pièces, mais elles ne demandent pas nécessairement de vous, c'est pour contextualiser la suite des choses. Donc, je vous invite à prendre le premier onglet du cahier qu'on a préparé. Et si Mme l'assistante greffière veut montrer à l'écran, c'est le discours sur le budget de 2013-2014 de Nicolas Marceau. Donc, je comprends que vous l'avez peut-être lu dans le temps, mais que certainement, c'est pas votre lecture de chevet des dernières années. Je vous inviterai à aller à la page 23. J'inviterai également Mme l'assistante greffière de faire de même à troisième paragraphe de la fin. Voulez-vous le coter tout de suite? Oui, on va le coter, donc 24 P. Sous 24 P52. Qui est le discours sur le budget 2013-2014. Une fois, le troisième paragraphe, nous améliorons, oui. Encore une fois, pour rafraîchir la mémoire, parce qu'il va y avoir des documents dans lesquels vous avez été impliqués qui ont réfère au discours du budget. Puis, encore une fois, là, personne par surprise, on va demander à la SAQ, la société, de faire un effort budgétaire. Donc, ça, c'est un peu la genèse de cet effort-là, pourquoi on le demande. Donc, je souligne encore une fois. Juste m'étendre, laissez-moi peut-être juste en prendre connaissance. Ouais. Est-ce que vous voulez-vous le lire? Vous parlez de la page 23? Oui, vers la fin. Là, Mme l'assistante greffière peut descendre au troisième paragraphe en partir d'en bas. Nous aimerions. Ou nous améliorions, pardon. Ah, OK. J'étais au troisième paragraphe à partir d'en haut. Non, d'en bas, excusez-moi. C'est peut-être moi qui n'ai pas été clair. Donc, c'est écrit que dans le discours du budget de M. Marceau, encore une fois, ce n'est pas votre discours, mais nous améliorions donc le processus de gestion des dépenses en obligeant les organismes qui relèvent de l'État à rendre des comptes de façon plus complète sur leurs opérations. Oui. Donc, est-ce que vous vous rappelez de façon générale que, parce que vous êtes au Conseil des ministres, que on requiert, si on veut, là, des efforts de tout le monde, notamment des sociétés d'État? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Je préfère être prudent sur les discussions du Conseil des ministres. Vous comprenez que j'étais membre du Conseil des ministres. Oui, puis là, c'est sur les... Vous me posez une question sur l'ensemble des sociétés d'État. Oui. Je vous laisserai peut-être le procureur général intervenir, mais le gouvernement du Québec a passé un décret la semaine passée, mercredi, relevant tous les gens qui ont occupé des fonctions, notamment de ministre des Transports. Sur les dossiers qui concernent l'objet de la commission. Oui. Tout à fait. Alors, parfait. Donc, je ne veux pas entendre d'autres choses là, en tant que tel, mais comme société d'État, je comprends qu'il y a, là, c'est public, là, il y a un effort qui est demandé à l'ensemble. C'est parce que la question de Maître Tremblay est sur l'ensemble des discussions sur les enjeux. Je demande à Maître Tremblay de préciser. Par rapport plus précisément à ce besoin-là de demander cette discussion-là. Mais encore une fois, je ne veux pas revenir nécessairement sur les discussions qui ont eu lieu, mais juste si vous vous rappelez qu'il y a eu ce qui est écrit là, c'est-à-dire qu'on va demander, comme gouvernement, on va demander aux sociétés d'État un peu plus de rigueur dans l'effort budgétaire collectif. Je reviens sur mon malaise, là, parce que ma compréhension du décret, c'est concernant le ministère des Transports et la SAC. La question est sur l'ensemble des sociétés d'État. Je vais m'en préciser, là, on n'aura pas un débat là-dessus. Là. Tu es moins mal à l'aise, là, donc... alors, on avance. Mais par rapport à la société d'État en particulier... Est-ce qu'il se souvient, par rapport en tant que ministre responsable de la SAC, est-ce qu'il a demandé carrément, pour les grandes orientations gouvernementales, à la SAC de faire des efforts et d'avoir une plus grande rigueur? Au Conseil des ministres. Oui. Par rapport à la SAC... Par rapport à la SAC. Je n'ai pas de souvenir précis de ça. Parfait. Est-ce que vous avez, par rapport à la SAC, je parle du Conseil des ministres, là, de vos rencontres que vous avez eues avec la PDG, OK? Parce que je comprends qu'avec la présidente du Conseil d'administration, il y a à peu près pas, ou il n'y a pas d'échange du tout. Ni avec le président. Parfait. Là-dessus, il n'y en a pas? En tout cas, pas à mon votre souvenir. Ouais. Parfait. Ça mérite d'être clair. Quelle était la vision du gouvernement à l'égard, par rapport à ce discours de budget, discours du budget, pardon, je ne vais pas mal paraphraser. Le discours sur le budget. La vision, et là, vous ne faites pas référence au débat du Conseil des ministres. Non. Mais vous avez fait partie d'un gouvernement qui l'avait publicisé, là, une exact. Vision. Là, donc, c'est une vision de contrôle budgétaire, d'équilibre budgétaire. C'est une vision, en plus, dans le méga contexte, toile de fond de la commission Charbonneau. Ouais. C'est une vision
de rigueur dans la gestion des fonds publics. Je vous rappelle que c'est le gouvernement qui a fait adopter la loi 1. On ne l'a pas appelée 1 pour rien. C'est la première qui a été déposée sur l'intégrité de la gestion des contrats publics. Donc, c'est ça, là. C'est ça, la toile de fond. Le ministère des Transports est particulièrement interpellé. Alors, moi, ce paragraphe-là que vous me ciblez, je le mets dans ce grand tout d'une saine gestion des finances publiques. Est-ce qu'il y a un souhait également de réduire l'endettement gouvernemental à ce moment-là? Ça serait préférable de poser la question à mon collègue ministre des Finances. Est-ce que suite à ça, au discours du budget, il y a des démarches particulières qui sont faites par le gouvernement ou par votre ministère par rapport à la société? Sur cette question du budget? Non, le budget, dans le fond, c'est qu'on dit aux sociétés qu'il faut contribuer à l'effort de réduire les dépenses, de rigueur budgétaire, de son administration. C'est sûr que c'est le message d'ensemble qui est envoyé à l'ensemble des sociétés d'État dont je suis responsable, que ce soit l'AMT à l'époque, que ce soit la SHQ, que ce soit la Société de l'assurance auto, que ce soit même les organismes quasi-judiciaires, la Régie du logement, la Commission municipale, la Commission des transports. C'est la même ligne qui est envoyée à tout le monde, gestion responsable des deniers publics et surtout gestion responsable des contrats en lien avec la loi sur l'intégrité puis des mesures qui ont été implantées dans cette loi-là. Est-ce que vous vous rappelez d'une mesure particulière ou d'une demande particulière auprès de la SAC? Bien, on peut faire référence aux autres documents qui sont dans, dans le dossier, si avant d'y aller, je peux poser la question générale. On peut y arriver directement, là. Parce qu'en relisant ces dossiers-là, ben, j'ai vu que sur la question, par exemple, de l'émission de l'immatriculation et des permis, il y avait des déficits sur ces opérations-là. Donc, c'est sûr qu'on souhaitait réduire ces déficits-là. Mais je dois vous dire que de façon générale, au moment où j'ai été ministre en 2012 et 2014, la SAC n'est pas une société qui est mal gérée et qui est une préoccupation dans mon esprit de ministre, là, et dans mes préoccupations sur le plan de la gestion financière. Outre la question sur les opérations de permis et d'immatriculation qui ont été relevées par les documents là, dont j'ai pris connaissance, mais outre ça, il n'y a pas d'autres enjeux là, qui nous poussent à serrer la vis, je dirais, à la SAC sur la question. En fait, toutes les sociétés devaient avoir une gestion responsable des finances publiques, mais pas la SAC plus qu'une autre à ce moment-là. Puis comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, regardez l'époque. Là. On est à l'époque de Charbonneau. Ben oui. Alors, je pense que votre ministère en tant que tel, qui est un grand donneur d'ouvrages, je pense que vous occupez plus que peut-être la SAC. Là. C'est ce que je décode. Je ne pourrais pas dire autre chose que ça. Je vous rappelle qu'au ministère des Transports, on a mis en œuvre un plan d'action sur, comment on appelait ça, le plan d'action sur la gestion des coûts, là, sur la gestion. On avait aussi, ça a l'air technique, là, mais c'était quand même une grosse réforme au MTQ. On avait fait une planification sur 2 ans, au lieu de la faire annuelle, pour être capable de voir venir un peu plus. Puis après ça, je chevauche de 2 ans en 2 ans, là. Donc, ça, c'était quand même une mesure importante pour un plus grand contrôle des dépenses reliées au projet routier, effectivement. Alors ce que je décode, puis je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, parce qu'il Vous fait ne mettrez preuve, pas des mots dans la bouche. Ce qui fait preuve, c'est que la SAC, ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu outre mesure en termes financiers.
parce qu'elle s'autofinance pas mal, En là, plus, on ouais. s'entend. Et deuxième des choses, je pense qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'enjeu de gouvernance non plus. Non plus. Puis même, on voulait y en amener plus des revenus par les fameuses plaques personnalisées. Je comprends. Ouais. C'est intéressant parce qu'on va voir dans quelques instants que le déficit annuel est de l'ordre de 35 millions. Pour l'opération. C'est permis immatriculation. Exact. Ouais. C'est quoi le niveau, je pourrais dire, le niveau, l'importance d'un déficit pour que ça soit un problème? Parce que vous semblez dire que la SAC, de façon générale, il n'y a pas d'enjeu particulier de gestion financière, donc on n'a pas besoin de leur serrer la vis, mais c'est à quel moment qu'on commence à serrer la vis. Oui, 35 millions, je comprends que tout est relatif, là, sur un budget de plusieurs milliards, c'est pas tant que ça, mais c'est quand même 35 millions de dollars, donc je veux voir un peu la tout déficit est à proscrire dans l'administration publique. Je ne peux pas vous répondre autre chose que ça. On va passer à la prochaine pièce. Donc, c'est le CT du 21 mai 2013. C'est le 212-619. Vous l'avez. Je vous laisse quelques instants pour en prendre, vous rafraîchir la mémoire. Le coter, le coter pendant ce temps-là, effectivement. Donc, on serait à 24 P53. Donc, c'est le CT général 212-619 du 21 mai 2013. Est-ce que vous voulez prendre quelques instants pour le relire? Ben, j'ai eu l'occasion de le lire déjà. Allez-y avec vos questions, puis si j'ai besoin de me concentrer sur un paragraphe en particulier, je vous le dirai. Je demanderai le temps qui est nécessaire. Donc, peut-être juste, je voudrais faire, là, pour contextualiser mes questions précédentes, là, pour donner la première ligne en haut, objet de la demande, pour donner suite au discours sur le budget 2013-2014 et demander ce qui suit. Donc, on fait un peu le lien avec le discours. C'est pour ça que je m'étais permis de vous l'exhiber et de le produire. Oui. Et donc, ici, là, peut-être dans vos mots, avant qu'on y aille, qu'est-ce qu'on demande exactement là, suite à ce discours sur le budget-là? Ben, c'est une requête, en fait, de la société pour augmenter le nombre de TC, d'effectifs, donc en équivalent temps complet, un TC, pour pouvoir, justement, mettre en place, je dirais, des procédures pour permettre de réduire, voire éliminer le déficit dont nous parlions tout à l'heure. D'accord. Donc, au-delà des ETC, parce que je comprends, à ce moment-là, on comprend de votre témoignage jusqu'à maintenant que vous étiez ministre des Transports. Donc, c'est pour ça qu'on pose ces questions-là. On parle aussi d'autoriser un taux modulé de remplacement de 100 des départs. Est-ce que vous êtes capable de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben, ce que j'en comprends, est-ce que c'est ce que ça veut dire exactement? C'est pas à moi de le dire, mais c'est de permettre le remplacement de 100 des départs à la retraite, alors que dans d'autres ministères et organismes, c'était peut-être un remplacement sur 2, par exemple. Mais dans le contexte de la SAC, c'était d'autoriser un taux modulé de remplacement de 100 des départs à la retraite. Ouais, troisième point, on va demander également 67 ETC, donc employés à temps complet, pour améliorer les améliorations technologiques. Oui. Vous le dites, c'est ça. Augmenter. Je votre compréhension, parce que c'est quand même un document qui est signé par vous, Mme Tremblay, donc c'est important aussi que peut-être qu'il y ait des subtilités que, comme un mortel comme moi, ne voit pas. C'est pour ça que je veux m'assurer que ma compréhension est la bonne. Je suis un mortel aussi, sans problème. Mais je pense que la phrase est claire. Ça m'amène une question, et peut-être que j'aurais dû la poser à d'autres personnes, mais je profite que vous soyez là. C'est-à-dire, la demande de CT générale, bon, finalement, est signée par la première dirigeante de l'organisme, qui est Mme Tremblay à ce moment-là, et le ministre, des Transports, qui est le ministre responsable. Quand vous dites qu'il y a des... parce que je reprends ce que vous m'avez dit tantôt, c'est-à-dire que plus avec Mme Tremblay, on a ou avec la PDG de l'organisme, on a des rencontres, etc. Est-ce que c'est... Avant qu'on vous donne accès au CT général là, pour signature, etc., j'imagine qu'il y a des questions qui sont posées à la PDG. Là. Pourquoi tu veux des ETC? Pourquoi tu veux telle chose, etc. Est-ce que vous avez souvenir d'une rencontre préalable à ça avec Mme Tremblay sur la demande de CT? Bien, c'est des rencontres générales. Puis on a... parce que, bon, vous avez vu qu'éventuellement, on va peut-être en parler. J'ai des notes personnelles, là. Donc, forcément, on en a parlé. Je n'ai pas le souvenir précis, là, mais forcément, on en a parlé. Mais je veux juste vous dire une chose. Dans l'administration publique,
un PDG de société d'État, comme un sous-ministre également, il essaye d'en mettre le moins possible sur le dos de son patron, qui est le ministre. On va dire ça comme ça. D'accord. Donc, Mérite d'être clair. ben, Ah oui. c'est la même chose au cégep, là. Moi, je suis directeur de cégep. Fait que mes directeurs, ils veulent régler les affaires avant que ça arrive à moi. Donc, quand on est dans un contexte comme celui-là, sûrement que la PDG m'en a parlé. Puis à partir du moment où je dis OK, bien, elle a fait son travail auprès des autres instances, notamment le Conseil du Trésor, pour dire, bien, comment on va attacher ça? Est-ce qu'il y a des... Là, ils se parlent entre hauts fonctionnaires du Conseil du Trésor et de la SAC, puis des autres ministères. Puis après ça, à un moment donné, la PDG est toute heureuse de me dire, Monsieur le ministre, j'ai réglé la question, on serait prêt à signer. Point. Parfait. Donc, comme vous dites, elle l'a attachée ailleurs parce qu'on est dans un contexte dans lequel on demande une rigueur aux sociétés d'État. Généralement, à cette époque-là, comme vous le dites, on était à peu près à 50 de remplacement, c'est-à-dire qu'on remplaçait peut-être... Ben, j'ai pas dit... je dis par exemple. Par exemple, parfait. Et nécessairement... parce que j'explique pourquoi j'ai besoin de main-d'œuvre. Donc, je dois être autorisé à avoir des nouveaux ETC et à remplacer des retraites. C'est à peu près ça. Fait que j'imagine qu'ils ont réglé ça avec les instances, puis ils l'ont attaché, exact. Et on rencontre le ministre. Je résume ça? Oui, puis pourquoi elle veut avoir des ETC? Parce que ça va lui servir pour mettre en place des procédures lui permettant de réduire son déficit sur les opérations plaques et immatriculation, dont le déficit annuel qui devient un déficit accumulé. Alors, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Puis là, j'ai pas le souvenir de la date précise, mais elle m'a sûrement parlé de ça à un moment donné. Puis j'ai dit, ben faites le travail avec le Conseil du Trésor. C'était ma façon de fonctionner. Parfait. Avec les différentes sociétés d'État qui étaient sous ma responsabilité. Donc, je comprends bien, dans le fond, quand vous présente ce document-là, le projet de CT, je présume, là, tout est attaché. Puis on fait une présentation, puis on dit voici les tenants aboutissants. Donc, j'ai parlé au Si Trésor. je l'ai signé, c'est que j'ai la garantie que c'est attaché. Parfait. Ça mérite d'être clair. Et parce que c'est quand même important, ce CT-là, on vous l'avait mentionné aussi, là, ça s'inscrit dans un contexte d'effort budgétaire suite au discours sur le budget. Et la façon, nous, on dit, bien, mettons un peu plus d'argent maintenant pour de plus grosses économies plus tard, parce que c'est, en d'autres termes, c'est ce que j'en comprends, puis arrêtez-moi si c'est ma perception est la mauvaise, mais c'est là que vont être les premiers balbutiements, si on veut, de la réforme des technologies d'information qui va mener au programme CASA, qui nous amène aujourd'hui. Donc, on n'est même pas dans le balbutiement. On est dans la genèse, là. Balbutiement, ça voudrait dire qu'il est né. Et là, on est vraiment. c'est à l'état fétal. Et encore. On va faire un bébé, mais il n'est pas encore conçu. Je vais prendre le mot genèse. Ouais. Je préfère. Puis ça, pendant qu'on est en matière de... religieuse. J'aurais peut-être pas allé là, mais bon. Savez-vous, je me posais la question en préparant, est-ce que c'est la question de l'œuf ou la poule? Est-ce qu'on dit on va faire un projet de TI parce qu'on nous demande de sauver de l'argent, ou on nous dit on nous demande de sauver de l'argent, ça tombe bien parce qu'on a justement un projet TI? Est-ce que vous vous souvenez de... Je ne veux pas me prononcer sur l'œuf ou la poule. Non. Bien, pas que je veux pas, c'est que je peux pas me prononcer sur l'œuf ou la Vous n'avez poule. pas de souvenir? Non. Ce CT-là est accompagné de documents. Là, je vous réfère plus spécifiquement à la page... je trouvais être la page 1, mais c'est la 4e page... La page 1 du 3e document, là, qui est l'annexe au CT général. Donc, vous êtes dans l'onglet 3? Non, l'onglet 2, qui est la 4e page de l'onglet 2. 1, 2, 3, 4. Oui. Ça s'appelle annexe au CT général, contexte de la demande. Ce document-là, parce qu'il est signé par vous, donc je comprends qu'on vient expliquer au Conseil du Trésor, là, à fin d'adoption du CT, ça le dit, là, le contexte de la demande.
Ce document-là, il est préparé par la société, par Mme Tremblay et sa direction, ou c'est par les gens du cabinet? Bien, normalement, ce type de document-là est préparé par l'instance ou le ministère ou organisme qui fait la demande, mais révisé par l'équipe au cabinet, là, avant que ça arrive à mon niveau à moi. Là. Okay. Donc, vous, je peux présumer que vous lisez le document avant de le signer? Très, très bonne présomption. Oui. Puis, est-ce que ça vient avec une présentation ou des explications de la part de la société dans le cas présent? Ou de votre cabinet, oui. Oui, c'est sûr que j'ai un briefing avant de signer le document. Mais dans ce cas-là, je ne peux pas vous dire c'était-tu un briefing de Mme Tremblay, un briefing de ma conseillère politique, de mon directeur de cabinet. Je ne peux pas vous dire. Mais nécessairement, vous êtes briefé. Oui. Mais l'annexe société, effectivement, comme tout le monde, vous l'avez lu, vous l'avez endossé, vous l'avez signé le 8 mai 2013. Oui. Si on va dans le bas de la page 1, non, vous êtes à la bonne place, mais je parle de la page 1 de l'annexe. Oui. Donc, pouvez-vous lire le dernier paragraphe, s'il vous plaît? Cette modernisation demandera une hausse des effectifs et des investissements en ressources informationnelles pour les 10 prochaines années. Des retombées économiques supérieures aux investissements seront réalisées, ce qui permettra au terme de l'opération de réduire les coûts de service et de récupérer les ressources investies. Est-ce que vous vous rappelez, j'imagine que ça fait toujours aussi longtemps, là, donc peut-être pas très bien, mais quand même, c'est important ici parce que la raison de la présentation de cette démarche-là, sans savoir si c'est l'œuf ou la poule, mais c'est le volet économique. Donc, est-ce que vous vous rappelez, si on vous briefe particulièrement, si on fait des explications détaillées sur le fait que, à long terme, ça va être rentable, cet exercice-là? Bien, je pense que vous avez... La note parle d'elle-même, en fin de compte, là. Notamment le deuxième paragraphe où on parle des déficits là, cumulés de 218 millions, qui fait face à un déficit annuel récurrent de 35 millions, qui est assumé par les droits d'immatriculation. Puis là, en plus, il y a justement la référence au budget 2013-2014. Je pense que c'est ça qui explique le paragraphe que vous m'avez fait lire. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Donc, ouais. En fond, quand on vous briefe, on ne rajoute pas nécessairement de l'information. On vient peut-être... Ou on formule différemment ce qui est déjà dans le texte. Là. Si on va à la page suivante, juste avant le point 2, problématique, on dit que c'est dans ce contexte que le gouvernement s'est engagé. Là, on est à la fin du contexte de la demande. Donc, c'est dans ce contexte que le gouvernement s'est engagé, lors du discours du budget, à examiner les dispositions nécessaires pour permettre à la société d'avoir la flexibilité de réaliser ses gains de productivité et la réduction de ses coûts. Pour rencontrer ces cibles, la société doit avoir l'agilité nécessaire dans la gestion des ressources humaines. Est-ce que vous vous rappelez les discussions qu'il y a au niveau du besoin ou des contraintes excessives que la législation a en place? Les discussions avec qui? Avec votre cabinet ou la société, la personne qui vous briefe, qui vous présente? Je n'ai pas de référence précise là, sur cet élément-là, mais je vous dirais que de façon générale, moi j'avais quand même plusieurs sociétés d'État sous ma responsabilité. C'est une requête récurrente des sociétés d'État d'avoir plus de flexibilité. La SHQ me demandait plus de flexibilité. L'AMT me demandait plus de flexibilité. Alors, la SAC demande plus de flexibilité. Puis, est-ce que les autres sociétés ont eu plus de flexibilité? Je ne peux pas vous dire. Puis, est-ce que vous vous rappelez lors des discussions sur... Parce que c'est bien beau de dire j'ai besoin de plus de flexibilité. Tout le monde veut plus d'autonomie dans la vie ou presque. Là, mais qu'est-ce qui était trop contraignant? Qu'est-ce qui empêchait dans la loi de mener à terme cette réforme-là? Parce que sensiblement, on me dit j'ai besoin de flexibilité si vous voulez que je livre. Oui. Ce que je vais vous répondre, c'est parce que j'ai eu l'occasion de relire les documents. Okay. Et non pas parce que j'ai un souvenir précis de ça. Parce que, comme je vous le disais, les discussions se faisaient entre hauts fonctionnaires à partir du moment, je reviens à ce que je vous disais tantôt, qu'on en avait discuté, Mme Tremblay et moi, puis que là, ça part dans la machine, puis ils se parlent. Mais en relisant les documents, je comprends qu'il y a... ça fait du sens, là. Il y a comme une double
reddition de compte, je dirais, pour une société d'État comme la SAC, qui est en plus extra-budgétaire, parce qu'elle est redevable devant son conseil d'administration. Elle a un ministre titulaire. Puis en plus, il y a les contraintes du Conseil du Trésor, puis il s'ajoute à ça des contraintes reliées à certaines lois spécifiques. Donc, je vous ai dit double reddition de compte, mais ça peut même être triple ou quadruple reddition de compte. Donc, une société d'État souhaite mettre en place des mesures pour être plus agile, et n'importe quelle société d'État souhaite ça, en essayant de diminuer les redditions de comptes là, qui s'accumulent pour les mêmes choses, je dirais. Mais si tout le monde demande ça, parce qu'il y a déjà une reddition de compte en place, le ministre, le conseil d'administration, pour reprendre vos propos, est-ce qu'il est discuté de carrément changer la loi? Parce que si ça semble être un problème pour tout le monde, pourquoi qu'on y va à la pièce, qu'on ne dit pas on va changer la loi parce que bien, toutes les justement, sociétés, c'est pas un problème? En tout cas, là, on commence à tomber dans les discussions un peu sur, je dirais, la théorie de l'administration publique. Mais on est mieux d'y aller par exception que par mesure générale, parce que pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, on est dans un contexte d'intégrité, on est dans un contexte de contrôle des finances publiques, on est dans un contexte de contrôle des contrats qui sont signés par l'État avec toutes sortes de partenaires. Donc, on est mieux d'y aller avec parcimonie. Puis je dois vous dire qu'à cette époque-là, nous étions dans un contexte de parcimonie. On n'était pas dans le mur à mur. Alors, avant d'autoriser une société d'État à avoir plus de flexibilité, on va prendre des ententes avec cette société d'État, on va y mettre des conditions particulières, puis c'est pas un one size fit all, si vous me prêtez l'expression. C'est pas du mur à mur. On va mettre des contraintes à une société d'État parce qu'on est dans un contexte de contrôle des finances publiques ou d'intégrité, je dirais, là, de l'administration publique. Si je vous amène au paragraphe suivant, là, le premier paragraphe est intitulé « Deux problématiques », la deuxième phrase, parce que c'est quand même vous qui signez ça, puis vous écrivez plutôt, pour répondre à cette demande. Puis la demande, on revient avec la demande là, du déficit annuel récurrent de 35 millions, puis du déficit cumulé de 218 millions. On dit, pour répondre à cette demande, la société doit obtenir les allègements. Vous avez été avocat longtemps, vous savez que si doit, c'est une nécessité. Oui, j'ai fait de la législation pendant 15 ans. Le doit peut. C'est ça, donc, tu sais, le doit, donc, qu'est-ce qui. Expliquez-nous pourquoi c'est nécessaire. Parce que le doit, c'est nécessaire ici que si je veux atteindre mes budgets, ça me prend de la flexibilité. Parce que si je n'ai pas la flexibilité, puis on va voir tout à l'heure quelle flexibilité on va obtenir, je ne pourrai pas réussir. Bien, parce que je ne peux pas vous donner d'autres explications que ce qui est écrit là. Dans la note, dans l'annexe. Moi, on doit obtenir parce qu'on a fait l'analyse de. Puis encore là, on discute là, parce que je ne peux pas vous dire que j'ai eu cette conversation-là précise tel jour, telle heure. Là. Mais si on arrive à un doigt, c'est que les autres scénarios ont sans doute été évalués. Alors, c'est tout ce que je peux vous dire à ce stade-ci. Moi, dans l'évaluation de la preuve, moi, ce que je dois m'assurer, c'est que... Vous devez vous assurer. Effectivement, bien évidemment, je comprends tout à fait qu'il n'y a pas de souvenir spécifique. Ce serait, un, le passage du temps, puis deux, vos responsabilités à l'époque. On s'entend, là? Puis je l'ai dit tantôt, vous avez probablement d'autres chats à fouetter. Vous avez dit également que... ce qu'on vous a présenté, vous l'avez signé, j'ai le document. Moi, quand j'aurai évalué ça, à savoir ce qui est écrit là, vous donnez des garanties suffisantes pour demander au Conseil du Trésor des allègements. Ce qui est écrit là. Est-ce que ça, vous n'avez pas, au niveau périphérique, savoir si vous avez eu un brefage supplémentaire, si vos équipes vous ont brefé, etc. Mais moi, je vais prendre en considération, ultimement, ce document-là, à savoir, à moins que vous m'ajoutiez quelque chose. Bien, j'ajoute, parce que Maître Tremblay m'amène sur des paragraphes en particulier. Je vais le faire aussi, le dernier paragraphe avant ma signature. Oui, parfait. Dans la recommandation au Conseil du Trésor, de prendre acte que la société s'engage, en contrepartie de ce qui précède, à rendre compte le 30 septembre de chaque année au Conseil du Trésor sur le niveau d'effectifs utilisé sur l'évolution du déficit annuel et du déficit cumulé des activités d'émission des permis de conduire et d'immatriculation. À cette occasion, ou lorsque l'urgence d'une situation l'impose,
La SAC présentera pour une analyse prioritaire ses besoins en ressources humaines, notamment pour le nouveau mandat, responsabilité ou opportunité d'affaires. C'est pas un bar ouvert, là. Voilà. Ce que On je met, m'en allais dire. on met des balises, on met des contraintes, on met des... C'est comme une course à obstacles, là. Si en contrepartie, on y donne plus de flexibilité, on y Plus de reddition de compte. on y met plus de reddition de compte, bien plus. Vous allez dire c'est contradictoire avec la flexibilité, mais on met des redditions de compte, on dit OK, mais c'est pas un bar ouvert, tu vas venir nous revoir le 30 septembre de chaque année pour qu'on fasse un suivi de ça parce qu'on t'a à l'œil. C'est ça que ça veut dire. Mais il faut faire, je peux me permettre, là, M. le commissaire, M. Gaudreau, ce dernier paragraphe-là vise ce qu'on obtient, c'est-à-dire les ETC. Là, moi, je parle qu'il y aura éventuellement, puis ça sera dans le prochain CT, une flexibilité qui sera donnée pour le projet de transformation des transformations TI, transformation numérique. Donc, quand on parle ici de la reddition de compte, c'est pour savoir si, en fonction des ETC, si effectivement on rencontre les économies pour faire réduire le déficit annuel de 35 millions pour le faire réduire. Ce n'est pas sur le projet TI qui, pour reprendre vos termes, est à sa genèse. Mais on est le 21 mai 2013. Oui. C'est une première étape. Mais la Puis reddition de compte... le décret dont vous me faites référence est en mars 2014. Oui. Bon. Alors, on donne les ETC le 21 mai 2013 avec une nécessité de reddition de compte. Oui. Le 30 septembre. Ça veut dire qu'il y a une gradation. Puis si le 30 septembre, on s'aperçoit que la SAC n'a pas fait sa job comme il faut, son travail comme il faut en fonction du CT, on n'ira pas plus loin. Oui, sauf que le CT... Parce que le CT ne vise pas la soustraction de Non, la c'est loi. ça. Le CT, on peut revenir à la première page du document. On demande quelque chose. On demande de passer de 484 à 493 ETC. Exact. Les départs à la retraite qu'on a parlé, les 67 ETC. Puis on prend acte que la SAC s'engage en contrepartie de 1, 2, 3, à faire une reddition de compte au 30 septembre. Exact. Et moi, présentement, les questions portent sur le fait que vous écrivez ou qu'on vous recommande, puis que vous êtes d'accord parce que vous signez, le fait qu'il devra, et ça sera effectivement en 2014, avoir un allègement au niveau, donner la flexibilité au niveau du projet TI si on veut le mener à terme de façon efficace puis rencontrer les objectifs. Mais la reddition de compte au 30 septembre va porter exclusivement sur le rendement que ces nouveaux ETC-là vont m'apporter et ne portera pas d'aucune façon sur le projet TI qui est à sa genèse. On va le voir tout à l'heure. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres contrebalances, mais ici, la balance que vous référez, je soumets plutôt que c'est par rapport aux ETC. Et on va voir plus tard s'il y a une balance pour le projet TI. Je vous rappelle que dans l'objet de la demande de ce CT, je fais référence à la... Je reviens au tout début, là, dans le formulaire du CT 212-619, Oui. le PICO 4, à la fin, à cette occasion ou lorsque l'urgence d'une situation l'impose, la SAC présentera pour une analyse prioritaire ses besoins en ressources humaines, notamment pour de nouveaux mandats, responsabilités ou opportunités d'affaires. Et là, la première étape pour y arriver, on autorise une augmentation de TC avec une reddition de compte auprès du Conseil du Trésor directement le 30 septembre à chaque année. Puis là, on reprend à la fin de ce paragraphe-là de la nouvelle reddition de compte pour ses besoins ressources humaines, notamment pour de nouveaux mandats, responsabilités ou opportunités d'affaires. Mais on s'entend que c'est une terminologie à large. On ne vise pas particulièrement le projet de TI ici. Non, exactement, mais je veux dire, il n'est pas exclu non plus. Non, on s'entend. Mais, OK. Et là, je présume que ça a été communiqué. Là, je regarde mes amis de la société. Non, je regarde mes amis de la société que ça a été communiqué, la reddition de compte du 30 septembre. Mais je ne sais pas si on pouvait, parce qu'il y a beaucoup de documents, si on pouvait peut-être avoir un engagement pour compléter le portrait, d'avoir un engagement de produire, encore une fois, nous, on a le big picture, comme on dit en mauvais français, d'avoir la reddition de compte du 30 septembre 2013, qui nous a sans doute été communiqué, mais juste... Est-ce qu'elle est dans les pièces? Non, c'est pas pour vous, ça. Encore une fois, c'est pour nous. Des fois, c'est plus simple. Quand on fait une demande spécifique, là, c'est peut-être dans le lot document qu'on a reçu, là, mais ça tombe bien. Là, il y a une demande de reddition de compte qui est faite, qui est attachée. Donc, on veut ces redditions de compte. Donc, formuler l'engagement. Est-ce qu'on a un numéro d'engagement? Madame la greffière. Sous 24E1 et, pardonnez-moi, le titre, j'ai mis reddition de compte du 30 septembre 2013. Oui, en fonction du CT 2012-619 du 21 mai 2013. Mais je veux juste soulever un petit truc, là. Oui, allez-y. Puis,
peut-être que la première édition de compte est en 2014. Parce que ça, on donne l'autorisation des ETC Ouais, ils sont sûrement le pas 21 mai 2013. OK. Fait que là, reddition de compte le 30 septembre 2013, c'est un peu rapido. Alors, la reddition de... Peut-être pas, OK? Vous l'aurez dans vos vérifications de documents, mais je veux quand même dire ici que la première reddition de compte en vertu de société est possiblement en 30 septembre 2014. Mais on demandera effectivement à M. Gagnon, mais parce que c'est d'augmenter à chercher les deux. Nous allons vérifier les deux de parce que façon c'est à compter assidue. de l'exercice financier 2013-2014. Donc, Je pense que vous avez raison. On va faire la vérification. Là, mais... C'est juste qu'embaucher du monde, ça peut prendre plus que 3 mois. Surtout voir les résultats du fruit de leur travail. Dernière petite chose sur ce CT-là, le premier considérant du 3e point, qui est intitulé demande. En fait, c'est la demande une fois que les explications sont complétées et que la problématique est exposée. On dit considérant, puis on va le revoir, c'est un considérant qu'on va revoir dans les autres CT, mais on dit considérant que la Société d'assurance automobile du Québec est une société d'État extra-budgétaire, n'utilisant aucun crédit gouvernemental. Puis on retrouve souvent ça comme le premier considérant. C'est normal. Pourquoi? Bien, je veux dire, c'est comme la base, là. C'est son statut juridique, là. C'est comme si je me marie, considérant que M. Gaudreau est majeur et libre de tout lien de mariage déjà existant. Je veux dire, pour moi, c'est comme dire la terre est ronde, là. C'est quand on signe un contrat, on établit d'abord que c'est quoi le statut, là. Par exemple, au cégep, là, j'en signe souvent. Puis le premier considérant, c'est considérant que le cégep est créé en vertu de la loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel avec une lettre patente de telle date. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais ça aide aussi, c'est qu'elle s'autofinance. Oui, mais c'est son statut, c'est une société d'État extra-budgétaire. Ouais. C'est ça. C'est ça que je veux dire. Non, parce on peut aussi... je vois votre vision, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on échange ce matin. Mais on est quand même dans un contexte où je demande au Conseil du Trésor un CT pour obtenir plus d'ETC, puis qui dit ETC dit $ aussi. Donc, ce que moi, oui, mais il faut qu'elle s'autofinance. Il faut qu'elle s'autofinance. C'est une société d'État extra-budgétaire. Puis le fait que ça n'affecte pas le crédit gouvernemental. C'est un considérant. Oui. Je vais au prochain. Je vérifie un instant. C'est peut-être le paradoxe, ça, là, c'est-à-dire que c'est une société qui s'autofinance. Par contre, ces ETC sont décrétés par le Conseil du Trésor. C'est un peu ça, le paradoxe. Là. Ouais. C'est fait comme ça. Voilà. Une semi-tutelle. Je vais savoir avant de passer au prochain document. Juste, Là, vous êtes où, là? Je vais revoir mes notes avant de passer au prochain document. Mais je pensais que vous étiez déjà au prochain document. Bien, vous pouvez déjà vous rafraîchir la mémoire. Le prochain étant le 3, c'est ça? Effectivement, oui, on va aller là. Peut-être pour nous mettre je vais vous laisser vous me direz quand vous serez prêt. Allez-y. Peut-être nous mettre en contexte, parce qu'on n'a pas eu le privilège d'être ministre. C'est quoi une note ministérielle? Bien, il y a différentes notes ministérielles. Il peut y avoir une note ministérielle de l'interne du cabinet pour informer le ministre d'un enjeu. Il y a des notes ministérielles, par exemple, de la sous-ministre. Moi, c'est... Comme là, dans ce cas-là, vu que c'est pas la sous-ministre, parce que c'est la SAC, c'est une note ministérielle, donc elle me fait un résumé du dossier X qu'elle transmet au ministre pour résumer le dossier. Dans le fond, c'est une note de breuvage destinée à un ministre. Moi, c'est comme ça. On comprenne bien. Moi, c'est un peu ça. Donc, vous en avez pris connaissance. Je pense que vous avez eu l'occasion aussi de le relire en prévision de votre témoignage. Qu'est-ce que, sensiblement, avant qu'on y aille... J'aimerais juste qu'on la cote, oui, quand on parle, le témoin là, je le livre, mais vous avez raison. C'est une audience publique, le public ne l'a pas. Alors, on va l'afficher à l'écran. On va l'afficher. Donc, c'est la note ministérielle du 13 février. On va la coter par le fait même. Donc, ça serait 24 P54.
Madame Lagraffière, merci. Donc, note ministérielle de Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la Société de l'assurance automobile du Québec en date du 13 février 2014. Donc, encore une fois, avant d'y aller peut-être dans le détail, sensiblement, vous comprenez quoi de cette note-là qui vous est destinée? Puis là, elle est du 13 février. 14, donc l'année suivante. Non. Ah oui, 2014, oui, effectivement. Ben, je comprends qu'on est rendu à une autre étape pour soumettre au Conseil du Trésor les demandes qui figurent à la fin de la note, là. Donc, de demander de se soustraire à certaines règles du Conseil du Trésor. Puis avant, je joue un peu à l'envers, là, mais d'augmenter aussi le nombre de TC. Alors, c'est une note qui va, pour moi, dans le même esprit, d'une certaine manière, que la première note dont on a parlé tout à l'heure, qui a conduit au CT dont on parlait tout à l'heure. Voilà, effectivement, là, pour poursuivre, dans le rappel des faits, on réfère à la suite du discours du budget. On réfère au deuxième point, au CT dont on a eu l'occasion de nous entretenir dans les dernières minutes, là, le CT du 21 mai 2013. Exact. Et donc, on rappelle le contexte, là, que le Conseil du Trésor a exigé que la société rende des comptes annuellement au niveau d'effectifs utilisés, l'évolution du déficit annuel et du déficit cumulé, comme on a discuté tout à l'heure. Oui. Puis là, il y avait été, après ça, le point, encore, vous me corrigez si je résume pour que tout le monde suive, là. Ceux qui n'ont pas le document devant eux, mais le quatrième point, c'est que, donc, il était convenu qu'on allait discuter d'allègement là, pour le projet de transformation des ressources informationnelles. Et là, c'est donc dans ce contexte, les 4 premiers points, la société présente aujourd'hui ses besoins en ressources humaines pour l'exercice et ses demandes d'allègement en gestion des ressources informationnelles. Donc, c'est là peut-être qu'on s'en va dans le cœur du sujet, à savoir les allègements, pourquoi et quels allègements seront donnés à la société dans l'objectif de faire sa transformation informationnelle, si je peux la qualifier ainsi, ce qui va un jour être appelé le programme CASA. Et là, après ça, on fait état que le CT général et l'annexe au CT font ressortir les points suivants, que la société, effectivement... Mais je veux juste peut-être une mini-parenthèse. Non, allez-y, il n'y a pas de problème. Quand vous dites que ça va conduire au projet CASA, moi, je ne suis pas là-dedans à ce moment-là. On s'entend. On s'entend. Alors, est-ce que ça a conduit au projet CASA? C'est pas moi qui le dis, là. Non, ça, je suis d'accord avec vous. C'est votre interprétation. Oui. Vous êtes le 25e témoin, donc c'est pour ça que je peux me permettre d'affirmer ça aujourd'hui sans trop de crainte, mais peut-être que mes amis de la société auront d'autres questions. Mais je suis d'accord qu'à ce stade-là, le nom CASA n'existe pas. Là. Non. Donc là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on dit que la société a respecté ses engagements. Donc, récemment, elle n'a pas attendu jusqu'au 30 septembre 2014. Elle donne ses besoins pour l'année. Et là, c'est peut-être le deuxième point. Là, je suis à la page 2 qui nous intéresse davantage. C'est qu'il y aura les demandes pour les allègements là, dont on parle depuis tout à l'heure, qui intéressent davantage, évidemment, les travaux, nos travaux. Là. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous résumer le point 2. Le point 2, parce qu'il y a beaucoup de points 2. Vous parlez du point 2, gestion en ressources informationnelles? Oui, le point 2, le seul qui est écrit 2. Là. Il y a plusieurs points, mais le fois, seul qui est écrit 2. Le deuxième point. On est pour gestion des ressources informationnelles. Tu as la deuxième page. C'est ça. Gestion des ressources humaines, 2, gestion des ressources informationnelles. Donc là, votre question, c'est? Nous expliquez dans vos mots votre compréhension, là, quand vous recevez cette note-là, de ce qui est demandé en matière de gestion des ressources informationnelles au point 2, page 2. Je vais vous prendre le temps d'en prendre connaissance à nouveau, M. Oui, je vais en prendre connaissance. Je vais prendre 5 minutes, je vais suspendre 5 minutes pour que le témoin en prenne connaissance. Je reprends le vent dans 5 minutes. Veuillez vous lever.